Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo que je retourne pour la deuxième ou la troisième fois il me semble parce que j'ai eu pas mal de problèmes techniques donc je vais essayer d'aller assez vite. Mais aujourd'hui je voulais vous présenter mes classiques favoris. Il s'agit sans nul doute de la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur Instagram depuis que j'ai repris ma chaîne en fait. Les choix ont été très difficiles bien évidemment, j'ai dû faire des concessions, j'ai essayé de réduire au maximum le nombre de livres que je vous présente, quitte à faire peut-être une seconde vidéo pour vous présenter mes autres classiques favoris. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut peut-être s'étendre légèrement pour parler de certains de ces titres qui ont vraiment non seulement marqué ma vie de lectrice et parfois même bouleversé l'histoire de la littérature. Ils ne sont pas classés ni par ordre de préférence ni par ordre chronologique, que ce soit de parution ou de lecture de ma part. Donc voilà, je vous les présente comme ils viennent sur la pile que j'ai préparée. Le premier ouvrage dont je vous parle, il s'agit de Bérénice de Racine que j'ai découvert cette année pour la préparation du CAPES de lettres. J'avais déjà lu Phèdre au préalable, que j'avais bien aimé. J'aime beaucoup évidemment la plume, la langue de Racine. J'aime beaucoup la composition des vers, j'aime beaucoup la richesse du vocabulaire, j'aime beaucoup l'intensité des émotions. J'aime beaucoup la reprise de tous ces thèmes tragiques dans des tragédies qui sont écrites de cette façon, qui sont toujours bouleversantes, très émouvantes et qui vraiment parlent de l'homme de façon très riche, très intelligente et très dense. Donc Phèdre, j'aurais pu effectivement mettre Phèdre dans ce classement, mais j'ai choisi Bérénice parce que Bérénice a véritablement été une énorme claque littéraire pour moi cette année. C'est-à-dire que j'ai ouvert ce livre, alors évidemment le théâtre se regarde ou s'écoute bien plus qu'il ne se lit, je pense. Mais j'ai commencé par lire Bérénice, puis je l'ai regardé par la suite dans une adaptation avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu en texte quasi intégral et c'était une merveille. C'était d'une beauté, d'une richesse, d'une poésie, enfin c'était vraiment bouleversant, ça m'a transpercé le cœur. Bérénice, c'est vraiment une merveilleuse découverte pour moi. Cette œuvre tranche véritablement avec le reste du théâtre de Racine, je trouve, puisqu'on est vraiment dans l'intériorité, on est dans les vécus émotionnels des personnages, il y a très peu de phases d'action finalement, on est dans quelque chose de très contemplatif, avec, comme je le disais, une introspection et une mise en avant des sentiments des personnages qui est vraiment très très approfondie. Pour vous parler rapidement du sujet de cette pièce, on va suivre deux personnages, majoritairement deux personnages, bien qu'il y ait d'autres protagonistes, qui sont Bérénice et Titus. Titus qui règne sur Rome à cette époque-là et qui est fou amoureux de Bérénice. Bérénice qui est également folle amoureuse de Titus. Et en fait, dans cette histoire, on va avoir cette espèce d'opposition et de rupture qu'il y a entre amour et pouvoir politique et comment deux individus qui s'aiment avec une telle puissance vont devoir renoncer en fait à cet amour d'une pureté, d'une grâce presque divine pour remplir leurs devoirs politiques. Donc c'est vraiment... Alors quand on le dit comme ça peut presque faire chant plaintif, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette dimension-là. Bérénice, c'est vraiment un long chant plaintif, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une mise en avant des valeurs humaines, c'est aussi une retranscription des émotions et des dilemmes qu'on peut rencontrer dans nos vies. Alors évidemment, là, on est en face de personnages qui ont des caractéristiques qui sont absolument idéales, puisqu'on est vraiment en face des héros, comme les héros grecs ou les héros latins, donc avec vraiment quelque chose de très poussé en fait, donc avec des caractéristiques presque divines encore une fois. Mais voilà, c'est vraiment une lecture bouleversante que je vous recommande de faire à 10 000%. Et si vous n'aimez pas lire le théâtre, je vous propose de regarder le théâtre, puisque sur YouTube, vous pouvez trouver une adaptation, comme je vous l'ai dit, enfin une reprise en tout cas de Bérénice, qui a été à l'époque, je crois, diffusée sur France 2, et où donc Carole Bouquet incarne Bérénice et Gérard Depardieu incarne Titus, et c'est d'une beauté voilà, à couper le souffle, donc je vous le recommande vivement. Je vous parle maintenant d'un livre qui m'a fait aimer, je pense, la littérature, qui m'a fait tout du moins aimer la poésie. Il s'agit des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Cet ouvrage, je l'ai lu, il me semble, en 5e, je crois. Alors, qu'on soit clair, c'était beaucoup trop tôt, je ne comprenais pas ce que je lisais, et curieusement, malgré le fait que j'ai assez de mal à comprendre les enjeux des poèmes de Baudelaire, je savais déjà que je me trouvais en face d'une œuvre qui allait complètement chambouler ma vie de lectrice, puisque j'avais adoré
Les fleurs du mal, il y avait quelque chose de presque viscéral en fait dans l'amour que j'ai développé pour ce livre. Je sentais vraiment que j'étais en face de quelque chose de grand, de gigantesque et que je ne saisissais pas encore bien. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite après la lecture des fleurs du mal que j'avais lu d'une traite, ce que je ne vous recommande absolument pas de faire, c'est que j'avais lu une biographie de Baudelaire qui m'avait également complètement retournée. En fait, je pense que j'étais tombée complètement en admiration devant ce poète et devant son œuvre. Ça a vraiment été une découverte littéraire, ça m'a vraiment fait entrer dans le monde littéraire, développer mon amour pour la littérature. Enfin, c'est vraiment une rencontre qui a changé ma vie en fait complètement et qui, je pense, a même très très largement influencé le fait qu'aujourd'hui je lise autant simplement parce qu'il y a des merveilles comme ça qui existent, parce qu'il y a des livres qui nous chamboulent, qui nous font réfléchir différemment, qui nous apportent un vocabulaire qu'on n'aurait pas pensé avoir, enfin, voilà. C'est très difficile de vous parler de ce recueil parce que je l'aime énormément. C'est de loin mon recueil de poèmes préféré. Je vais vous parler de poésie par la suite et il y a des choses que j'aime énormément en poésie, mais rien n'a jamais égalé pour moi Les Fleurs du Mal et je vous le recommande à 1000%, que vous soyez adolescent, alors peut-être pas à 12 ou 13 ans comme moi j'ai pu le lire en cinquième parce que c'est pas forcément judicieux et que curieusement je trouve que c'est même un bon moyen de se dégoûter de la langue lorsqu'on ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de lire. Je sais pas, peut-être avec une... Après, du coup, c'est là que les études en classe sont intéressantes parce que finalement, ça nous permet de saisir la densité de la langue, une densité de langue qu'on n'est peut-être pas capable de comprendre tout de suite lorsqu'on est plus jeune. Enfin, moi, je me rappelle que ce qui avait fait aussi que j'avais adoré Baudelaire, c'était qu'on avait étudié les poèmes de Baudelaire et qu'on m'avait donné des clés de compréhension que je n'avais pas et que je n'aurais pas eu seule, finalement. Mais voilà, si je dois vous recommander un recueil de poèmes, c'est celui-ci. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que ça fait déjà un moment que je vous parle. Impossible de vous faire un top sans vous parler d'Émile Zola. Là, j'ai pris La Fortune des Rougons, qui est donc le premier tome de la fresque des Rougon-Macquart. J'aurais pu prendre, je pense, n'importe quel livre de Zola que j'ai lu. J'ai hésité à vous parler de Thérèse Raquin, mais je sais plus si je vous l'ai mis dans les classiques pour commencer la littérature, dans les livres pour commencer la littérature classique. Bref, peu importe, sachez que voilà, je vous conseille n'importe quel Zola, même s'il y en a qui sont quand même beaucoup plus pertinents, je trouve, pour commencer sa lecture. La Fortune des Rougons, c'est le premier tome des Rougon-Macquart. C'est pas forcément le plus accessible, c'est pas forcément le plus intéressant, bien que moi je l'adore. C'est celui que j'ai le plus relu parce que chaque fois que je me relance, je sais pas pourquoi j'ai besoin de repartir sur ce premier tome, en sachant que vous n'êtes pas perdu si vous lisez le tome, je sais pas moi, 7, et qu'ensuite vous lisez le 1, puis le 3. En fait, une lecture dans le désordre est tout à fait envisageable, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant de les lire dans l'ordre, je trouve, personnellement. Il y en a 20, donc il faut savoir que... en fait, il faut savoir que voilà, c'est se lancer dans quelque chose d'assez conséquent, mais qui a véritablement un sens profond, littéraire et philosophique. Toute la théorie du naturalisme, donc vraiment toute la pensée de Zola est vraiment posée, portée et décrite dans ses ouvrages. Donc effectivement, c'est long, mais c'est aussi brillant, très intéressant. Et on voit à quel point Zola était dans l'analytique, en fait, et dans l'observation permanente de ses contemporains, ce qui est passionnant. Voilà, donc vraiment, les Rougon-Macquart, toute la fresque, et Thérèse Raquin, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus frileux et qui préfèrent commencer par un livre unique. Thérèse Raquin aborde tout de même pas mal de thématiques qu'on va retrouver dans les Rougon-Macquart, donc je vous le recommande aussi très vivement. Mais voilà, il faut lire Zola. Zola, c'est vraiment, c'est magique en fait. Tout est beau chez Zola. Alors tout est beau chez Zola, non, parce que c'est très souvent tragique, c'est très souvent très dur ce qui arrive aux personnages. Ils ont vraiment des destinées qui sont ouais, d'un tragique, mais qui nous fend le cœur. Mais en même temps, c'est fait avec une précision, une beauté. En fait, on voit toujours un petit peu où Zola veut nous amener, mais il le fait toujours par des chemins qui sont d'une richesse qui est incroyable et qui montre son intelligence, sa perspicacité, sa capacité d'analyse. Bref, je peux pas plus vous parler de ce que je pense de Zola, c'est un de mes auteurs favoris, et vraiment, mais découvrez-le dès que vous en avez l'occasion si vous voulez vous lancer dans des classiques. Et bien, à la fameuse question, s'il n'en restait qu'un, lequel ce serait, bah, ce serait celui-ci, voilà. Madame Bovary de Gustave Flaubert, c'est vraiment, je pense, mon livre préféré. C'est dur de dire ça, c'est très très dur de dire ça. Mais en même temps, je pourrais relire Madame Bovary des centaines et des centaines et des centaines de fois avec
toujours autant d'émotions, avec un regard toujours nouveau, en tirant des conclusions toujours différentes. J'adore ce livre, je l'adore, j'adore, j'adore. Il est d'une beauté en termes de construction, les phrases sont toutes mais pesées au microgramme, tout est parfaitement à sa place en fait. Il y a vraiment une harmonie qui se dégage de la construction de ce roman qui est impressionnante. Et pourtant, on ne traite pas un sujet facile. Flaubert n'est pas tendre avec ses personnages. On est vraiment dans un climat parfois très anxiogène. On a envie d'aider cette jeune femme, donc d'aider Emma à se sortir des situations dans lesquelles elle vit et qui sont pareil, d'un tragique et d'une difficulté. On a en même temps cette critique du romantisme par Flaubert, en même temps qu'une présentation d'un personnage profondément romantique qui est Emma. Enfin, c'est d'une intelligence et d'une densité, mais waouh, c'est incroyable. Alors je sais que beaucoup de personnes ont été traumatisées au collège ou au lycée par la lecture de Madame Bovary, mais je vous invite vraiment à la refaire peut-être plus tard avec une maturité différente et des lectures qui vous auront peut-être permis d'avoir le bagage nécessaire pour encaisser Madame Bovary, parce que clairement, moi je l'avais lu plus jeune et je l'ai relu en 3e année de licence et ça n'a pas du tout été la même chose, quoi. Quand je l'ai relu en 3e année de licence, je me suis dit mais quelle merveille! Et d'ailleurs, j'ai entrepris du coup un travail de recherche sur Madame Bovary, et particulièrement sur la question de l'ennui dans cet ouvrage. C'était passionnant, c'était passionnant. Je l'ai relu 3 fois la même année, je l'ai relu encore l'année suivante, et je prends toujours autant de plaisir à juste ouvrir ce livre. Et ça m'arrive encore parfois d'aller... Bon, alors il a plein de post-it. Là, j'ai vraiment une version un petit peu dégueu que j'ai surlignée, dans laquelle j'ai annoté plein de choses, comme vous pouvez le voir. J'ai d'autres versions, mais c'est vrai que celle-ci, j'adore la prendre parce que c'est celle sur laquelle j'avais travaillé. Et j'avais vraiment noté et voilà, répertorié tout un tas de passages. J'avais pris un plaisir incroyable à faire ça. C'est un livre qui se lit aussi bien qu'il s'étudie parce qu'il est d'une richesse infinie. Et voilà, je pense que s'il devait m'en rester qu'un, ce serait celui-là. Et pourtant, c'est vraiment difficile de choisir parce que dans ma bibliothèque, il y a un tas de livres que j'adore lire et relire. Mais celui-là, c'est vraiment... Je sais pas. En fait, je saurais pas vous expliquer pourquoi Enfin, je saurais vous expliquer pourquoi je l'aime tant, mais il faudrait faire une vidéo à part entière sur Madame Bovary parce que c'est autant les caractéristiques de ce personnage que les choses qu'elle vit, que la façon dont c'est mis en œuvre, que la critique que fait Flaubert des existences profondément mélancoliques comme celle d'Emma. C'est toutes ces choses-là en fait qui font que forcément je trouve que c'est d'une finesse encore une fois, mais incroyable. Enfin, pour moi, c'est pas pour rien que tous ces auteurs se fréquentaient, Zola, Flaubert, puis même avec cette grande inspiration qui vient de Balzac. C'est qu'il y a vraiment un terreau tellement propice au développement d'analyse et je sais pas, enfin, je saurais même pas comment dire quoi. Il y a vraiment des esprits qui ont été tellement brillants au 19e et qui ont réussi à produire des œuvres fantastiques en fait, vraiment fantastiques. Et Madame Bovary en fait, pour moi, non seulement partie, mais en plus, enfin, c'est un peu le sommet quoi. Je pense qu'il n'y a pas, enfin, pour moi, pour l'instant en tout cas, il n'y a jamais eu mieux que Madame Bovary. Et là, c'est pareil, on a des phases avec des analyses, des sentiments d'Emma qui sont d'une justesse, je trouve, alors que pourtant c'est un homme qui parle des sentiments d'une jeune femme qui a à peine 30 ans. On parle encore une fois d'Emma qui a un tempérament profondément romantique et qui évolue dans un monde et un univers que Flaubert nous décrit comme profondément réaliste en fait. Quelque part, il n'y a pas de place pour l'espoir d'Emma dans ce livre. Et c'est cette espèce de lutte permanente entre la vie idéale, la vie rêvée et la vie réelle. Et c'est un petit peu le tragique de toutes les existences, en fait, finalement, à différents degrés, parce qu'on a tous des tempéraments différents. Mais ouais, c'est vraiment d'une beauté, je vous le recommande à 1000%, et je vais arrêter de vous en parler, mais j'adore ce livre. Je vais essayer de passer un peu plus vite sur les livres suivants. Je voulais vous parler de Place d'Annie Ernaux. Ce livre, je l'ai découvert cette année également. C'est vraiment un tout petit ouvrage. Donc là, on est vraiment sur de la littérature fin 20e. Et Annie Ernaux, c'est vraiment une grande découverte de cette année. Dans La Place, Annie Ernaux va nous raconter en fait la perte de son père. Et c'est très intéressant parce qu'elle va nous expliquer qu'avant sa mort, une espèce de distance s'était créée entre elle et lui, de par le fait qu'elle avait fait des études et qu'en fait elle s'était élevée socialement. Donc il y a vraiment cette idée d'arrachement et de déracinement
avec une jeune fille qui fait des études et qui passe notamment son CAPES de lettres et qui devient professeur, alors que son père travaille dans une petite boutique. Et donc on a cette rupture finalement de classe sociale en fait qui arrive et qui crée un espèce de fossé entre le père et la fille. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la position d'enseignant et de professeur, elle était beaucoup plus valorisée qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, on sent l'écart qu'il y a entre enfin socialement entre comment le père est perçu et comment la fille est perçue. C'est vraiment intelligent, brillant. Puis alors là, c'est pareil, enfin, c'est un récit qui est très introspectif puisque c'est Annie Ernaux qui nous raconte son histoire. Et en même temps, il le fait avec une capacité d'analyse et une prise de recul qui est brillante. Donc voilà, je vous le recommande vivement celui-ci aussi, en sachant que Annie Ernaux écrit très bien, que c'est très accessible et qu'on aborde des thématiques pareilles qui sont vraiment ancrées chez l'humain, en fait, simplement avec ces problématiques sociétales finalement de l'élévation d'une condition peut-être plus basse à une condition un peu plus élevée socialement, ou en tout cas avec une position qui est plus valorisée socialement, et tout ce que ça engendre en fait dans la famille, les ruptures que ça peut engendrer, les écarts que ça peut créer. Voilà, c'est vraiment un récit très intéressant que j'ai adoré, et je continuerai à lire tous les livres d'Annie Ernaux avec beaucoup de plaisir. Une autre autrice que j'ai découverte cette année, il s'agit de Simone de Beauvoir et j'ai choisi ici Une mort très douce. Et Annie Ernaux nous parlait de la mort de son père, Simone de Beauvoir nous parle ici de la mort de sa mère. On a vraiment des descriptions qui sont d'une violence assez inouïe, je trouve, dans ce livre, puisque Simone de Beauvoir va nous raconter la perte de sa mère de façon très progressive, avec un vocabulaire extrêmement médicalisé, qui est très surprenant pour l'époque et qui est assez dérangeant parce qu'en fait on a cette espèce de conflit entre la fille qui perd sa mère et l'autrice qui nous raconte la perte d'un être cher. C'est fait pareil avec il y a vraiment une grande fluidité à passer d'un point de vue à l'autre. Alors, il n'y a pas de rupture catégorique, c'est-à-dire on n'a pas d'un côté le point de vue de Simone de Beauvoir, la fille qui perd sa mère, et de l'autre côté le point de vue de Simone de Beauvoir, l'autrice qui raconte la perte d'un être cher. Ces deux choses-là sont complètement confondues et c'est finalement ce mélange qui est très intéressant. C'est-à-dire les phases par lesquelles on passe lorsqu'on perd quelqu'un, donc les phases où on essaie d'essentialiser ça et peut-être de l'universaliser pour rendre ça plus accessible, et les phases où on contemple en fait l'être qu'on aime en train de périr, et les émotions qui nous animent à ce moment-là. Voilà, donc Une mort très douce, c'est tout ça. Et bon, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'ouvrages de Simone de Beauvoir, j'aurais pu vous parler du deuxième sexe notamment, j'aurais pu parler de Mémoire d'une jeune fille rangée, mais voilà, j'ai choisi Une mort très douce parce que c'est un petit roman qui se lit vite et qui, pareil, aborde une thématique profondément humaine, qui est enfin, en fait, les livres qui parlent de la mort, je trouve que c'est quand même fou, incroyable. C'est le sujet qu'on évite par excellence, et pourtant, c'est la chose qu'on ne peut jamais éviter. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande aussi. Peut-être pas si vous êtes dans une phase un peu molle, un peu triste, parce que c'est vrai que c'est vraiment un récit touchant, donc voilà, je vous recommande peut-être pas de vous plonger dedans si ça va pas trop en ce moment, mais honnêtement, ça vaut le coup vraiment de découvrir La plume de Simone de Beauvoir, et ça vaut le coup vraiment de découvrir cette histoire. Beaucoup plus récent, j'ai choisi de vous parler de Virginie Despentes et là j'ai pris King Kong Theory, mais pareil, j'aurais pu prendre n'importe lequel de ses ouvrages. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur les classiques, donc je vais pas m'étendre très longtemps. Mais un très bon ouvrage si vous voulez découvrir une pensée féministe, il y en a plein, mais une pensée féministe qui est amenée de façon très littéraire, très crue, très cash, avec un vocabulaire extrêmement vulgaire, mais particulièrement cohérent. Il y a pas de vulgarité gratuite dans King Kong Theory, il y a beaucoup de rythmique, il y a beaucoup de... En fait, il y a vraiment un talent littéraire qui est incroyable, et une thématique en plus qui est très importante. Je trouve que c'est un très très bon ouvrage pour rentrer peut-être dans une pensée féministe, et en plus de découvrir une autrice formidable qui est Virginie Despentes, qui a vraiment quand même, qui laisse derrière elle, et qui laisse toujours derrière elle, des ouvrages assez coup de poing, je dirais, qui font mal au ventre, qui font mal au cœur, qui font mal à la tête, qui font réfléchir, qui piquent les yeux, et qui sont vraiment, voilà, incroyables. Donc je pouvais pas ne pas vous parler de Virginie Despentes, même si je passe très vite dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur les classiques. Je crois que c'était les classiques pour débuter ou quelque chose comme ça.
Une autre autrice dont je voulais absolument vous parler, mais j'en ai également parlé dans ma vidéo des classiques pour débuter, il s'agit de Colette. J'ai pris ici Chérie et la chatte. Chérie qui est certainement le plus connu. Chérie qui est donc l'histoire de Léa, une femme d'une quarantaine d'années qui va tomber amoureuse d'un jeune homme d'à peine 20 ans. Et on va suivre voilà, la difficulté de cette histoire d'amour impossible avec un écart d'âge considérable, avec le jugement d'une société, avec aussi cette question de la femme qui vieillit dans une société où la jeunesse est vraiment la qualité par excellence, le critère de beauté par excellence, et la difficulté que c'est pour une femme de vieillir en fait dans nos sociétés, puisque Colette écrit quand même il y a quelques années, mais on est toujours dans ces problématiques-là finalement, on est toujours dans cette lutte perpétuelle contre l'âge, contre la vieillesse, contre les signes de la vieillesse. Et en fait, Colette nous parle déjà de tout ça dans Chérie. Elle nous parle aussi d'une histoire d'amour impossible, comme je vous le disais. Encore une fois, très bien, très intelligent. Je vous dis souvent les mêmes choses, mais parce que c'est le cas en fait. Quand il y a des livres, vraiment, quand je les lis, je me dis, mais c'est incroyable de pouvoir retranscrire des sentiments aussi réels en fait, et de créer des personnages qu'on a l'impression qu'on pourrait rencontrer tellement ils sont d'une crédibilité et d'une densité, enfin, telle qu'on a l'impression qu'ils existent et qu'ils ont tout un vécu, qu'ils ont tout un tas de choses à partager avec nous. Bah, Colette fait parfaitement ça dans Chérie, donc voilà, je vous le recommande vraiment. Et le second que je vous ai sorti de Colette, c'est La Chatte, qui est mon favori. Alors, je sais pas si c'est mon favori parce que j'ai découvert Colette avec ce livre-ci, ou parce que ça l'est réellement en termes d'histoire, mais j'avais vraiment adoré ce livre-là. Dans La Chatte, on va suivre un jeune homme qui est sur le point de se marier qui se marie d'ailleurs avec une jeune femme. Ils vont aménager tous les deux et le jeune homme va ramener sa chatte dont il est complètement gaga, il est complètement fou de ce chat. Il adore, il lui parle tout le temps, il lui fait des câlins tout le temps. Et en fait, la jeune fille va peu à peu nourrir et développer une jalousie absolument insurmontable et invivable pour elle, quoi. Elle va vraiment s'en rendre malade. Et voilà, c'est cette histoire-là. Je vous en dis pas plus. Moi, personnellement, ça avait énormément piqué ma curiosité lorsque j'avais lu le résumé parce que je me suis dit, mais comment construire un récit aussi complexe, aussi barré, parce qu'il y a vraiment quelque chose de barré dans cette idée de jalousie qui transcende tout finalement et qui peut même aller se poser sur des animaux, quoi. Enfin, je trouve ça assez fou, mais bon, enfin, c'est vraiment un texte génial que je vous recommande vivement. Je termine très rapidement avec deux livres. Ici, je vous ai pris Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, mais c'est parce que je n'arrive pas à trouver une chambre à soi, parce que je voulais vous parler des deux. Mais Mrs. Dalloway, je ne vais pas vous raconter de quoi ça parle, simplement parce que c'est un récit très contemplatif et que si je vous... Enfin, on suit le quotidien de Mrs. Dalloway. Voilà, il y a quelque chose qui se rapproche, je trouve, pas mal de la psychologie de Madame Bovary, bien que ce soit amené complètement différemment. C'est un récit et un texte qui est beaucoup plus proche, par contre, dans sa construction d'un roman plus introspectif, avec une histoire de soi, alors que Virginia Woolf ne parle pas vraiment d'elle. C'est assez complexe en fait. Je dirais qu'il y a plusieurs grilles de lecture de Mrs. Dalloway et j'aurais beaucoup de mal à vous en parler, c'est pour ça que je passe très très vite dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est son roman le plus connu. Je ne sais pas si c'est le meilleur puisque je n'ai pas lu d'autres romans de Virginia Woolf. J'ai un peu honte. J'ai lu 2 ou 3 biographies parce que sa vie me passionne. J'ai lu Mrs. Dalloway et j'ai lu Une chambre à soi. Une chambre à soi qui a vraiment participé à forger ma pensée féministe, ma réflexion sur les femmes autrices. J'ai vraiment été transcendée et subjuguée par l'intelligence de Virginia Woolf dans Une chambre à soi. J'ai évidemment retrouvé cette intelligence dans Mrs. Dalloway, mais je sais pas, la forme de l'essai fait que on trouve quelque chose de Virginia Woolf qu'on ne trouve pas forcément dans ce roman et que j'ai trouvé voilà, particulièrement intéressant et pertinent une fois de plus. Je vous invite vraiment à lire Une chambre à soi, bien que par moment ce soit un peu inaccessible. Moi, à plusieurs reprises, et pourtant je sais plus en quelle année je l'ai lu, mais je crois que je devais être en 2e année de licence ou quelque chose comme ça. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin de me poser et de dire ok, je vais faire une petite pause parce que là tout de suite on m'apporte trop d'informations et je dois réfléchir à comment calibrer tout ça avec toutes les informations que j'ai déjà, ce que je pense déjà. En fait, ça participe vraiment à la construction d'une pensée propre. Donc nécessairement, on met du temps, ça infuse, ça mûrit. C'est un ouvrage qu'on doit prendre le temps de lire en fait, simplement. Donc voilà, je vous les recommande vivement. Mrs. Dalloway, si vous voulez découvrir Virginia Woolf sous forme de roman.
et Une chambre à soi si vous souhaitez la découvrir sous forme d'essai, et moi c'est ce que je vous recommande de faire. Je termine avec une autrice une fois de plus et avec les lettres choisies de Madame de Sévigné. Alors du coup je dis autrice, mais là en l'occurrence effectivement c'est une autrice puisqu'on étudie les lettres de Madame de Sévigné, mais c'est une correspondance intime puisqu'on suit la correspondance de Madame de Sévigné, majoritairement avec sa fille mais aussi avec ses amis de la cour. Ce que j'apprécie dans ces lettres, c'est qu'elles témoignent de la réalité d'une époque, de la réalité de la cour à une époque, mais aussi de l'amour inconditionnel qu'une mère voue à sa fille, amour qui est presque maladif chez Madame de Sévigné. Il y a des moments qui sont extrêmement drôles où on a une expansion incroyable des sentiments de la mère envers la fille. Enfin, c'est très... voilà, moi, j'adore ces lettres-là. Alors, ça, pour le coup, si vous vous lancez, je vous recommande vraiment d'en lire une de temps en temps. Et pourquoi pas de vous lancer avec un documentaire avant sur Madame de Sévigné et sa vie, parce qu'elle a eu une vie aussi incroyablement riche et assez moderne. Enfin, moi, c'est vraiment une... Chaque fois que j'ai lu ou regardé des choses sur Madame de Sévigné, je souriais dans le sens où, alors elle n'a pas forcément eu une vie facile, mais elle était incroyablement avant-gardiste et puis elle prenait des risques, elle était vraiment affirmée, c'était vraiment une femme de lettres en fait. Et quand vous lisez ces lettres-là, vous vous rendez compte de la puissance littéraire de cette femme, de sa culture, de la richesse de son esprit, voilà. Donc c'est juste, voilà. Je vous recommande vivement les lettres de Madame de Sévigné aussi. Comme je vous dis, c'est plus à picorer comme ça un petit peu de temps en temps, mais ça vaut carrément le coup. Voilà, j'en ai terminé avec ce top, je suis désolée, j'ai parlé trop longtemps et je sais pas combien de temps ça va faire sur la vidéo, je sais pas combien de temps je vais mettre au montage, mais voilà, enfin, c'est toujours très difficile de parler de classique parce que j'ai pas préparé la vidéo, en plus je me suis pas replongée dans des avis ou dans des résumés de ces œuvres-là, je vous en ai parlé avec mes mots, avec les sentiments qui m'inspirent encore aujourd'hui, et je suis désolée si j'ai manqué de cohérence du coup. En tout cas, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, j'espère que je vous ai donné des pistes et des idées de lecture pour vous lancer dans la littérature classique. En tout cas, moi, ces livres-là ont véritablement changé ma vie, je les lis, je les relis, je les feuillette, je picore dedans, comme je le disais pour Madame de Sévigné. Et c'est toujours avec un immense plaisir. Et c'est vraiment ces livres-là qui me rappellent pourquoi j'aime la littérature, pourquoi j'aime lire, et en quoi la littérature a vraiment quelque chose de transcendant, qui pour moi n'est égalé par rien d'autre en fait. Même pour certains ce sera la musique, pour d'autres le cinéma. Mais moi enfin voilà, ces œuvres littéraires, elles m'ont vraiment construite en tant que personne. Et je les aime, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres en commentaire, voilà, pour qu'on en discute, ce sera un plaisir. Désolée si la vidéo a été trop longue une fois de plus et je vous dis à bientôt.